Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe tous les 15 jours des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Soyez curieux et bonne écoute! Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous parler à nouveau de Legal Operation, mais cette fois-ci avec une invitée venue d'Amérique du Nord et plus précisément du Canada. Laurie David Henrique est Head of Legal et directrice de la stratégie juridique, de la compliance et des affaires publiques chez Manulife. Elle occupe ce poste depuis juin 2022 et c'est parti pour 45 minutes d'échange passionnant avec elle. Bonjour Delphine, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie qu'on puisse se parler, en plus sans décalage horaire aujourd'hui, donc c'est quand même très sympa. J'avoue, c'est Euh, quand même plus confortable. Est-ce que je peux te demander de te présenter brièvement, nous expliquer un peu ce qui t'a amené à devenir LegalOps, et puis ton parcours en fait? Avec plaisir. Alors, rien de bien excitant, hein. Je suis traditionnellement une juriste de droit français. J'ai fait ma petite fac de droit, mes petites facs de droit. Euh, je me suis formée en Avignon, puis à Montpellier, puis à l'étranger. Je suis allée étudier en école de commerce au Danemark et en école de droit au Danemark pendant une année. Euh, et je suis revenue et j'ai été démarchée avant la fin de mes études. À l'époque, c'était un DESS qu'on faisait. J'ai été démarchée pour être juriste en cabinet d'avocat. Et soyons très honnêtes, hein, je vais absolument détester l'expérience. La mentalité cabinet d'avocat ne m'a pas du tout plu, à tel point qu'après quelques mois, d'un commun accord d'ailleurs, on a décidé que c'était pas fructueux. Donc j'ai arrêté. Et j'ai cherché à travailler en entreprise. Et j'ai trouvé mon premier job pour une entreprise multinationale avec son siège aux Pays-Bas, qui travaille d'ailleurs toujours dans le domaine de la finance internationale. Et ils ouvraient leur premier bureau à Paris. Ils avaient besoin de juristes de droit français pour aider à monter le bureau parisien. Et donc, j'ai été recrutée pour ça. C'était absolument génial parce que du coup, c'est ma première expérience où vraiment j'ai touché au business et au développement d'un business. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, j'étais bien évidemment juriste, spécialisée corporate à l'époque et droit des affaires. Mais tous les autres aspects de développement du business, j'ai touché. Donc, les rendez-vous clients, trouver des nouveaux clients, gérer le personnel, gérer le journalier du bureau. J'étais vraiment impliquée là-dedans et je l'ai adoré. J'ai monté un petit peu les échelons jusqu'à diriger ce bureau-là après quelques années. Euh, et donc là, bien évidemment, j'ai d'autant plus touché aux aspects budgétaires, ce genre de choses-là, qui a confirmé mon intérêt pour l'opérationnel, euh, jusqu'à ce que cette même boîte, ce même employeur me dise, bah, écoute, Laurie, on sait que tu aimes l'international, tu fais déjà un petit peu de transfrontalier. Et en gros, j'étais à 50% anglais, 50% français dans mon travail. On a un nouveau projet qui était la mise en place d'une réglementation qui s'appelle FATCA. Oui. Mais pour gérer ce projet, on aimerait que tu le fasses, mais il faut que tu ailles à Toronto, au Canada. Est-ce que tu es d'accord? Donc, j'ai sauté sur l'occasion, tu penses? Donc, j'ai vraiment, là, pour le coup, abandonné le côté juriste pur pour m'impliquer complètement dans la gestion de projets internationaux, qui était une habilité naturelle que j'avais, si tu veux, parce que mon travail était beaucoup basé sur des projets précédemment, mais j'ai aucune formation particulière en gestion de projet, donc je me suis auto-formée avec les outils disponibles, les instituts, le PMP notamment, le PMI, Project Management Institute. Je n'ai pas forcément passé la certification, mais j'ai fait l'ensemble de la formation et j'ai développé mon équipe internationale comme ça pendant à peu près 6 ans. Et cette visibilité sur l'ensemble de nos opérations globales m'a donné l'opportunité d'identifier beaucoup de processus qui, en interne, étaient inefficaces ou complètement non fonctionnels et qui nous faisaient perdre soit beaucoup d'argent, soit beaucoup de temps. Soit Et les donc, deux. je suis allée soit les deux, d'ailleurs, tu as tout à fait raison, soit les deux.
Et donc là, je Donc suis là, à ce allée vers moment-là, tu faisais mon... plus du tout de juridique ou t'en faisais Plus, encore un c'était peu? dans le domaine Non, réglementaire, la gestion de projet. Tout ce qui d'accord. était, par exemple, tout ce qui est DAX6 en Europe, j'ai fait ça. J'ai pas touché je crois que c'est RGPD en français. J'ai Oui, pas oui, touché à celle-ci spécifiquement, mais des réglementations européennes, ça, je les ai mises en place pour nos opérations, même si c'était à partir de l'Amérique du Nord. Et, d'accord. euh, et donc, mais plus de droit pur, plus de droit corporate, plus de business, etc. Euh, et donc, après quelques années de gestion de projets internationaux, j'identifie ce problème sur les processus. Je vais voir mon boss et je lui dis, ben voilà, on n'a aucune fonction en interne qui améliore et optimise tous ces processus pour gagner du temps et donc de l'argent. Moi, j'aimerais bien créer la fonction. Voilà ce que j'ai identifié comme priorité. Est-ce qu'on peut faire un pilote ensemble? Enfin, est-ce que tu m'autorises à faire un pilote? Et puis, on verra de là si ça vaut le coup de créer la fonction. Donc, je te la fais courte, pilote, un succès, je crée la fonction. Euh, et puis, bah, après, certaines choses se passent où lorsque tu es une femme exécutive dans un milieu masculin, tu te rends compte que tu peux avoir atteint certaines limites que tu ne pensais pas avoir et que tu n'as pas, soyons très honnêtes. Donc là, j'ai décidé de chercher autre chose et grand bien m'en fasse parce que depuis 2019, en fait, j'avais découvert les Legal Ops sans avoir l'opportunité de le créer au sein de ma boîte. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est le bon moment. C'est le bon moment, je sais que j'ai les compétences parce que j'ai fait tout un tas de choses qui correspondent à ce que font des Legal Ops. Je vais chercher un métier, un nouveau job là-dedans, il n'y a pas de raison. Et effectivement, j'ai peu postulé, j'ai été extrêmement sélective sur les postes auxquels j'ai postulé. J'ai eu d'ailleurs un entretien pour chacun, mais bon, j'ai dû postuler qu'à 3 ou 4. Et j'ai trouvé le poste où je suis aujourd'hui dans les Legal Ops, qui au final rassemble exactement tout ce que j'ai pu faire au cours de ma carrière. C'est-à-dire que je Ah fais ouais, du droit, génial. je fais de la gestion de projet, je fais de l'optimisation de processus et bien plus encore. Et de la Euh, stratégie, si j'ai et de la bien. stratégie, ça, grandement, grandement. Et c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, tu m'avais demandé d'être brève, je ne l'ai bien évidemment pas été. Non, Mais c'est mais non, l'idée, non, on a. c'est l'idée du parcours et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre aussi que on peut sortir du moule et avoir quand même quelque chose d'extrêmement valorisant et d'extrêmement intéressant en termes de carrière. Oui, l'un des buts du podcast, hein, c'est de montrer aussi les parcours très variés comme les tiens. Et effectivement, c'est un très, 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 très bon exemple. On va continuer dans les questions un peu plus justement opérationnelles et on va parler maintenant de ta nouvelle entreprise. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont tes missions, alors là, vraiment succinctement, au sein de Manulife en tant que Head of Legal Ops? Oui, tout à fait. Donc, si je te liste ça vraiment en bullet points, Ouais, mon équipe et moi, donc j'ai une équipe d'une douzaine de personnes et je suis encore en train de recruter. Nous gérons l'ensemble des opérations mondiales pour le département qui reporte au directeur juridique, qui n'est pas uniquement le département juridique. On a aussi le département compliance, donc conformité, et le département relations gouvernementales, donc tout ce qui est affaires publiques. Donc tout ça, c'est à peu près 1000 personnes dans le monde, 1100 personnes entre Canada, US, 13 pays en Asie et 3 pays en Europe. Et donc, l'objectif de mon équipe, c'est de globaliser la façon dont nous supportons ces opérations. Et mon rôle précisément, c'est de faire tout ça sous l'angle de la stratégie du directeur juridique et de l'entreprise. Donc, pour ça, j'ai des équipes qui travaillent sur la gestion de projet, sans surprise, sur tout ce qui est analyse de données, parce que ouais. c'est bien évidemment extrêmement important de baser nos décisions là-dessus. J'ai tout ce qui est projets digitaux, technologie, bien évidemment également tout ce qui est relation avec les cabinets d'avocats. On travaille beaucoup en externe avec les cabinets d'avocats, donc il faut gérer ces relations, gérer la dépense avec ces cabinets. J'ai un tout autre aspect que j'aime tout particulièrement, et j'ai tout un pan de l'équipe qui travaille sur tout ce qui est expérience employée. Parce que pour moi, on peut avoir les meilleurs processus possibles, les meilleurs tags possibles. Si nos employés, nos collègues ne se sentent pas bien au travail, ben, ça ne marchera pas. Donc c'est vraiment très très important pour moi que les gens aient ce sentiment d'appartenance
et envie de se défoncer pour le job, quoi, hein, concrètement. Ouais. Je recrute d'ailleurs en ce moment là-dessus pour renforcer ce sentiment d'appartenance global, qui fait d'ailleurs aussi partie des objectifs que l'on a, parce qu'on a des équipes extrêmement diverses et extrêmement éparpillées à travers le monde. Donc voilà, donc ça va couvrir tout ce qui est donc engagement des employés, tout ce qui est ce qu'on appelle le DE&I, donc diversité, équité, inclusion. On rajoute un B beaucoup de plus en plus ici pour belonging. Donc, encore une fois, ce sentiment d'appartenance, cet engagement. Et puis voilà, et puis tout ce qui est développement professionnel, qui est également quelque chose de critique. Une fois que tu as des employés qui sont bien dans la boîte, ben, ils ont envie d'évoluer, ce qui est normal. Donc, travailler sur des programmes qui leur permettent cette mobilité et cette flexibilité pour grandir en tant que professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas, en tout cas pas chez Manulife, pas dans ma boîte. Et du coup, quand tu es arrivée, quelle était, si tu peux partager ça, ta feuille de route en fait, ta roadmap en arrivant? Quels ont été tes principaux Alors, challenges, tes défis? Parce que je suppose que quand on arrive, on en a quand même beaucoup, donc il faut peut-être prioriser un peu, mais est-ce que tu peux nous c'est partager un peu ça? exactement ça. Mon principal défi, c'était de ne pas me sentir submergée. Ouais. Parce que la boîte dans laquelle je suis est 10 fois plus grosse que la boîte dans laquelle j'étais. C'est-à-dire que le département que je gère aujourd'hui, dont je gère les opérations aujourd'hui, est 3 fois plus gros que le département dans lequel j'étais là auparavant. Donc rien que Hmm. ça, c'est énorme. Donc je suis arrivée, je me suis sentie vraiment toute petite. Et puis surtout, il y avait tellement à faire, Delphine, tellement à faire. Tout le monde avait ses priorités, tout le monde avait ses besoins, tout le monde avait ses points de blocage. Donc tout le monde était sur moi, quoi. Bah oui, Et là, ce ils que ont j'ai ouvert, fait, tout le c'est monde a ouvert les que... vannes en même temps, et là Mais c'est... exactement, c'est Ouais. Alléluia, t'es arrivé. Surtout que ça faisait plus de 6 mois que le poste était vacant, ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un. Donc autant te dire que ça L'attente s'est était cumulé, forte. quoi. Ouais. Et donc, très honnêtement, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas si tu connais ces deux personnes, mais j'avais rencontré Marie O'Carroll et Jen Macaron à une autre Ouais. conférence. Et je les ai appelées. J'ai besoin d'aide. Je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et elles ont été géniales. Elles m'ont vraiment aidé à déjà clarifier en fait mes idées et à me valider dans ce que je pensais faire, dans l'approche que je pensais prendre. Et cette approche a tout simplement été d'écouter et de rencontrer les gens, de dire, OK, vous savez quoi? Je ne vais rien délivrer pendant 3 mois. Je vais uniquement rencontrer les gens. Je vais uniquement essayer de comprendre les interactions et les priorités qui se passent un petit peu dans ces 1000 personnes à travers le monde. Non pas que j'ai rencontré les 1000, mais j'ai rencontré au moins les Ouais. leaders. Et au moins, j'aurai un petit peu une sorte de feuille de route qui naturellement va se dessiner parce que et j'ai écrit un article là-dessus qui devrait être publié dans pas trop longtemps où je détaille vraiment l'approche. Mais concrètement, une fois que tu as collecté un peu tout ça brut sur le papier, bah, t'organises. Tu vois, il y a des thèmes qui commencent à se dessiner. Et puis tu vois à quel point ça impacte des grands groupes ou des plus petits groupes, à quel point ça peut être rapide à mettre en place ou long. Et naturellement, ça va se dessiner tout seul. C'est cette fameuse matrice Eisenhower, je crois qu'on Oui, l'appelle, où tu as tes oui, quatre, tout à fait. quadrants, là, je sais pas comment on Hmm. dit. Urgent, Euh, important. Urgent, exactement. Et ben, tout simplement, j'ai posé ces thèmes un peu, ces idées Dans cette dans ces matrice. quatre, Ouais. ouais, dans cette matrice. Et ça m'a permis d'identifier déjà les priorités principales, parce qu'il y avait beaucoup de priorités Ouais. concurrentes. Donc, les priorités principales et surtout, comment est-ce que j'organise mon équipe pour pouvoir délivrer sur ces priorités. Donc, je suis arrivée avec 4 priorités phares et j'ai réorganisé mes staffs sous ces 4 piliers et j'ai recruté en fonction de ce qui me manquait dans l'urgence un petit peu. Et je me suis dit, voilà, avec ça, on va faire une feuille de route de 12 mois. C'est ce qu'il faut que je fasse sur 12 mois, ce qu'il faut que mon équipe et moi fassions sur 12 mois pour avoir un minimum de fondation et comprendre un petit peu où on en est. Concrètement, j'y voyais pas clair, quoi. J'avais besoin d'y voir clair et personne n'était capable de me fournir cette clarté parce personne ne l'avait. Ouais, Donc, t'es pas encore dégagé, quoi. Hmm. exactement, c'était pas encore dégagé. Donc là, j'arrive à la fin de ma feuille de route. Autant te dire que tout ne s'est pas passé comme prévu.
Mais on est pas mal. On est pas mal. Même les mauvaises surprises ont été particulièrement instructives, en fait. J'ai envie de te dire, surtout les mauvaises surprises ont été instructives. Ouais. Donc voilà. Est-ce que Donc là, justement, tu peux nous partager un ou deux peut-être exemples de projets qui ont eu, alors surprise ou pas surprise, mais en tout cas qui ont eu un impact significatif sur l'entreprise Oui, Manu. je peux te parler ce que j'appelle les quick wins, donc ce que j'ai réussi à Oui, mettre en place facilement et rapidement. Euh, Typiquement, j'ai centralisé tout ce qui est projet technologique, ou du moins gestion des projets technologiques. C'est-à-dire que, encore une fois, quand tu as 1000 personnes, tu as 1000 idées au minimum. ouais, Et c'était juste pas possible de tout gérer en même temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a un processus en interne qui est plutôt bien défini pour la gestion des plus gros projets, ceux qui coûtent le plus cher. Mais ce processus était complètement fractionné entre les équipes, ce qui fait que personne n'avait de visibilité sur quoi que ce soit et certainement pas mon directeur juridique. Donc j'ai centralisé l'ensemble de ces processus euh, au sein d'un seul. J'ai basiquement créé un site SharePoint où l'ensemble de l'information était centralisée. Du coup, le budget était centralisé et on a réussi à avoir cette véritable visibilité sur qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est la feuille de route technologique sur les 5 prochaines années pour l'ensemble de la fonction et non pas pour une équipe isolée là-bas à Singapour, une autre équipe isolée là-bas au fin fond des US, qui fait quoi, comment et surtout combien ça coûte. Donc ça a été étrangement facile à mettre en place parce que les processus étaient déjà là, c'est vraiment une question de centraliser et de standardiser la chose. Et au-dessus de ça, j'ai créé un comité que j'appelle le comité de transformation digitale, qui regroupe des utilisateurs à travers le monde et à travers les équipes. Je t'ai dit, j'ai ces 3 équipes, droit, compliance et gouvernement. Et j'ai l'Asie et j'ai les États-Unis et j'ai l'Europe. Donc j'ai fait un appel à candidature et j'ai dit voilà, qui aime la tech, qui veut savoir où on va, qui veut nous aider et qui veut être le point d'entrée de, de, ouais. d'entrée de contact de l'ensemble des autres utilisateurs à travers le monde. Et donc j'ai créé ce comité. Et d'ailleurs, j'ai décidé de ne pas le sponsoriser moi-même. J'ai donné le sponsoring à un autre des leaders pour vraiment montrer qu'on est tous ensemble engagés là-dedans et que c'est pas juste mon bébé. Et on est peut-être une quinzaine, mais j'ai pas uniquement pris la fonction du GC, j'ai également mis des IT là-dedans, donc des Ouais. développeurs, des architectes. J'ai mis une personne de la communication, j'ai mis une personne de la gestion du changement et j'ai mis mes équipes purement opérationnelles aussi. Donc on est 15-20 et on se réunit une fois tous les 2 mois. Donc tu vois, pas besoin de faire ça toutes les semaines pour discuter de la vision en fait. Et cette vision se traduit ensuite dans les décisions qu'on prend d'aller vers telle ou telle technologie, que ce soit une technologie qu'on a déjà et du coup qu'on leverage, qu'on utilise, qu'on développe un peu plus, ou une technologie qu'on pense acheter et là du coup ça lance un autre processus un peu plus complexe, mais au moins on est aligné. C'est ça Ouais, le truc. Si ouais, t'es c'est pas ça. aligné et si t'as pas de visibilité sur ce que tu fais, tu peux Ouais, juste pas t'avances prendre pas. de Ouais. décision. Mm. Non, tu peux pas. D'après toi, en quoi justement les legal operations contribuent à l'innovation et la création de nouvelles opportunités dans l'entreprise? Parce que c'est sûr que ça y contribue, mais comment? J'ai envie de te dire parce que nous fournissons ou nous facilitons la fourniture de cette visibilité globale. C'est-à-dire que chacun, quand tu penses à un département juridique, tu as tes avocats, tu as tes leaders d'équipe, pardon, euh, mais chacun est tellement occupé ou n'a juste pas envie de voir ce qui se passe autour que du coup, tout est très en silo. Mm. Ouais, c'est un peu comme si on Mm. était chacun la tête dans le guidon et la plupart du temps, t'as pas vraiment d'autre choix, t'as tellement de boulot à faire que du coup, tu vois pas ce qui se passe autour. Et le risque de ça, c'est que tu dupliques le travail et donc les efforts et donc le temps que tu passes là-dessus et donc c'est de l'argent en moins que tu peux générer parce que tu fais 15 fois la même chose de 15 façons différentes. Mm. C'est ça qu'apportent les legal ops, entre autres.
cette centralisation, cette création de visibilité, de transparence et du coup de collection de données aussi, parce que souvent, je te mets au défi de me donner des noms d'avocats qui prennent leurs décisions sur la base de données objectives. Ça je suis se fait d'accord. pas, c'est pas naturel en fait, Non, si c'est tu pas veux, naturel du tout. pour un département juridique d'utiliser de la donnée pour prendre des décisions. Bah Nous, ce déjà, qu'on faut fait, c'est... l'avoir, la donnée. Alors, Bon, bon, oui. merci, c'est exactement ça. Donc, on utilise des outils qui peuvent être aussi simples que du Power BI, tu vois, du truc Mm. Microsoft de base, ou même des formulaires Microsoft que tu peux créer comme ça tout seul sans aucune formation. Mais on collecte, on met en place l'opportunité de pouvoir collecter la donnée. Et une fois qu'elle est collectée, on l'analyse et on la fournit aux décisionnaires en disant, voilà, aujourd'hui, c'est ce que vous le faites de telle façon, ça prend tant de temps, ça aide à générer tant de revenus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fait par telle personne à tel niveau. Est-ce que c'est vraiment malin? Tu vois, typiquement, tout Ouais. ce qui est ce qu'on appelle les NDA, c'est Oui. le go-to de tous les legal ops quand tu commences, c'est tellement basique. Tu Ouais. n'as pas besoin d'avoir un avocat senior de 25 ans d'expérience qui revoit des Tu NDA. revois Ça des ne NDA. fait Non, mais on est aucun tous sens, d'accord. quoi. Aucun sens. On Mais est on d'accord. est tous d'accord, mais n'empêche que il y en a beaucoup qui le font encore. Bah oui, oui, je Donc suis ça, d'accord avec ça. c'est l'exemple de base, mais c'est l'exemple assez classique. Et d'ailleurs, je suis en train de créer un outil en interne, un outil Microsoft. Donc, on n'a pas dépensé d'argent si ce n'est le salaire des architectes. On est en train de créer cet outil qui va collecter en point d'entrée l'information pour voir un peu qu'est-ce qu'on fait, que fait le département juridique aujourd'hui, de quelle façon, pour qu'on puisse ensuite prendre des décisions pour optimiser ça. Et ça ne veut pas Ouais. forcément dire virer des gens, que les choses soient bien claires, parce que souvent, on pense que optimisation égale Oui, oui, je euh, suis d'accord. layoff, tu sais, licenciement. Oui, Licenciement. oui, Mais pas du tout. Pas du tout. Dans mon ancien job, je faisais déjà ça. J'ai fonctionnalisé un, un processus, le processus des paiements, qui était complètement fractionné, qui marchait pas du tout. Et ça, j'ai réussi en créant un job à rationaliser l'ensemble du processus tout en réduisant de 28% le budget employé sans les virer, parce que j'ai réalloué les gens à des À choses d'autres tâches, bah oui. ou à d'autres tâches. Mm. Et j'ai augmenté par 90%, Delphine, la couverture horaire de cette équipe. Parce que c'était une équipe globale, mais qui, à la base, ne travaillait que sur leurs 8 heures de jour. Et on a réussi à mettre en place un système de shift pour qu'il y ait une couverture je crois qu'on arrivait à 22 heures de couverture sur 24, tout Oui. en payant les gens ce qui mérite d'être payé, parce que tu as un premium quand tu travailles la nuit, et c'est bien normal. Mais ils sont bien contents aussi de le faire, parce que quand tu es jeune sans contrainte, tu préfères engranger de l'argent. Et puis après, quand tu commences à avoir d'autres contraintes personnelles, on les passe sur le shift de jour, et tout le monde est content, tu vois. Et Mm. tout ça, j'ai réussi à le faire hyper rapidement, juste parce qu'on a analysé le processus et on l'a corrigé avec une logique stratégique, et on a gagné de l'argent, on a créé du travail pour une personne supplémentaire et on a viré personne. Les États-Unis et le Canada sont quand même considérés comme des pionniers dans le domaine des legal ops. On est d'accord, hein, on est, On est assez d'accord, ouais. on est assez d'accord. D'après toi, quels sont les facteurs qui ont contribué à cette avancée? Et puis surtout, quelles leçons, nous, en Europe ou même surtout en France, on pourrait en tirer? Alors, j'ai le droit d'être super honnête ou Ah pas oui, trop? oui. Alors là, vas-y. Euh, alors, en tant que Française, donc j'ai le droit de critiquer. En Voilà. tant que Française qui vit en Amérique du Nord, au Canada encore, même pas les US, tu vois, et qui vit en Amérique du Nord depuis un peu plus de 8 ans maintenant, euh, l'Amérique du Nord est très à l'aise avec l'argent. C'est-à-dire que on en parle et on veut en faire. On veut gagner de l'argent, on veut en gagner. Donc du C'est pas coup, les tabou, quoi. conversations, c'est pas tabou. Naturellement, les conversations sont autour de la question comment on gagne plus d'argent. Eh ben, c'est pas compliqué. Pour gagner plus d'argent, tu dois faire les choses soit différemment, soit mieux. Et pour les faire soit différemment, soit mieux, il faut que tu dépenses un petit peu de sous au début pour en gagner beaucoup après. Et ça, les Américains du Nord adorent. C'est aucun problème si tu dois dépenser 10 pour gagner 100, ils les dépensent, mais en un claquement de doigts. Parce qu'ils ont cette vision de où ils veulent aller et pourquoi est-ce qu'ils le dépensent.
Et c'est exactement la raison pour laquelle les Legal Ops se sont développés. C'est-à-dire que le département juridique nord-américain, il y a 15 ans de ça, était le même département juridique que vous avez en France encore. C'est-à-dire Bon, bah, il y a de pas l'espoir alors. stratégique, mais oui, mais bien évidemment qu'il y a de l'espoir. Tu vois, le fait que les GC, que les directeurs juridiques reportent directement au PDG, c'est beaucoup plus monnaie courante ici, mais c'est encore pas forcément de partout. Moi, Ouais. j'ai des collègues du CLOC, là, de notre chapitre de Toronto, ils reportent au GC, ils reportent au directeur juridique, mais ce directeur juridique ne reporte pas encore à l'équipe exécutive de la boîte. Donc, ça Ouais. existe encore. Par contre, c'est beaucoup plus rare. C'est l'exception. Alors que de mes diverses conversations avec des collègues français, je me rends compte qu'en France, c'est plutôt la norme encore. Donc Oui, ça, c'est alors une il première y a un vrai chose. changement quand même, mais c'est vrai que c'est pas encore, on n'est pas passé au niveau nord-américain, ça c'est certain, hein. Ouais, Même s'il y a du ouais. progrès, un net progrès, mais bon. Mais c'est Mm. bien, c'est bien. C'est encore une fois, Ouais. tu vois, comme tu disais, il y a de l'espoir. Mais à partir du moment où le directeur juridique est partie intégrante de la stratégie, que le positionnement est réellement là, il ne peut pas se permettre de ne pas être un partenaire stratégique. Et Ouais. donc, il ne peut pas se permettre d'être vu uniquement comme un centre de coût. Il ne peut plus se permettre d'être vu comme, soyons triviaux, empêcheur de tourner en rond. Il doit démontrer qu'il apporte de la valeur à l'entreprise. Donc, comment tu apportes de la valeur à l'entreprise quand tu ne génères pas directement de revenus? Eh bien, tu facilites cette génération de revenus. Tu la facilites en étant efficace, en étant rapide et en étant stratégique. Et tout ça, tu ne peux pas l'atteindre si tu n'as pas une équipe qui optimise la façon dont tu travailles, la façon dont tes opérations travaillent au quotidien. C'est pas possible. Donc, Mm. c'est pour ça que les États-Unis sont arrivés à cette conclusion très rapidement, parce que, ben, encore une fois, l'argent n'est pas tabou et que toute solution pour en générer plus est la bienvenue. Alors, on va rester au Canada et aux États-Unis un petit peu. En ce moment, ou enfin actuellement, d'après toi, quelles sont les principales tendances et les innovations qui émergent dans les legal ops en Amérique du Nord? Eh bien, sans surprise, intelligence artificielle. Donc, Ouais. tout ce qui est intelligence artificielle, je sais pas comment vous dites en français, générative. En anglais, Oui, c'est c'est ça. generative AI. Oui. Voilà. Donc, tout ça, bien évidemment, tout le monde regarde de très, très près. J'ai beaucoup de chance de travailler pour la boîte pour laquelle je suis, parce qu'on est on a un partenariat très fort et très proche avec Microsoft. Donc, on travaille avec eux sur le développement de cette AI. Et d'ailleurs, c'est là où je me rends compte que c'est pas du tout prêt. Mais c'est pas nouveau, hein, mais Oui. s'inspirer de Polychinelle, c'est juste pas prêt, en fait. Il y a encore beaucoup, beaucoup de testing à faire. Et ce sera pas prêt avant plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années. Mais bon, au moins, c'est là et les gens s'y intéressent énormément. L'autre tendance que je vois beaucoup, c'est ce qu'on appelle ESG. Donc, je crois que c'est traduit plus ou moins pareil en français, critères environnementaux, sociaux et gouvernance. Je pense que ce doit être ça. Oui, c'est ça. Euh, donc ça, pareil, les legal ops, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on intervient. Si tu regardes typiquement la roue du clock, ça fait pas partie Ouais. des 12 trucs, là, des 12 Les core 12 stèles. Ouais, c'est competencies. ça. Mais clairement, on est de plus en plus impliqué là-dedans. Mais Mm. tu sais quoi, j'ai parlé au Clock à Vegas là, en mai, je crois. Ouais. Et ils ont créé un nouveau concept dans le programme de super session. Ils en ont créé deux cette année. Et il y en avait une qui était d'ailleurs extrêmement intéressante aussi sur l'intelligence artificielle. Et c'était Marie O'Carroll qui faisait le modérateur. Et la deuxième super session, c'était justement sur ESG. Et j'ai parlé à cette session-là avec KPMG. Et les deux sessions, celle de Marie et la mienne, sont enregistrées. Donc, tu peux les trouver Oui, je les ai vus. sur YouTube, je crois. Oui, Et YouTube, c'est ouais. là où tu vois, pour revenir sur le thème de l'ESG, qu'on a un vrai rôle à jouer de par la nature de ce que l'on fait, en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'est vrai Ouais. que pour répondre à ta question sur les Bah, je tendances, ça, ce mettrai, serait la deuxième. ouais, je mettrai le lien dans le descriptif du podcast pour que les auditeurs puissent aller écouter effectivement ton intervention. Ouais, excellente idée. Mais celui de Ouais. Marie aussi, parce que c'était vraiment une bonne Ouais. session également. Alors Et le rôle est... Pardon.
Non, non, pas de problème. J'allais te dire, la dernière tendance que je vois, mais c'est peut-être plus personnel qu'une vraie tendance d'industrie, c'est ce shift un peu vers l'expérience employée dont on parlait plus tôt. Le fait de D'accord. vraiment valoriser l'humain avant la tech. Oui, alors ça, pour moi, c'est super important. Je suis contente que tu en parles, justement, parce que parce qu'on parle... en fait, non, mais quand on pense Legal Operation, euh, c'est vrai qu'on pense beaucoup process, optimisation, technologie, etc. Mais pour moi, l'important aussi, c'est de rester, enfin, de maintenir tout ça au cœur de l'humain, justement. Donc, Mhm, c'est vraiment super important et je trouve qu'on a tendance un peu à l'oublier dans cet écosystème. Donc, c'est bien de le rappeler quand même. Le rôle des Legal Ops, bah, tu l'as dit, hein, il évolue énormément, que ce soit en Europe ou aux US. Comment tu vois, toi, ce rôle se développer dans les années à venir au Canada ou peut-être même en Europe si tu as un œil mhm. qui regarde outre-Atlantique? Quels sont peut-être les nouveaux défis qui se profilent ou quelle est ta vision là-dessus? Mhm. J'ai un œil, hein, clairement. Tu connais mon amour pour l'Europe. Je reste française, je reste européenne. Donc clairement, je regarde ce qui se passe. Je dirais que pour moi, les legal ops, c'est un avis très personnel, mais je pense pouvoir dire que je le constate également à travers le marché. Euh, t'as deux niveaux presque. Tu as ce premier niveau d'optimisation pure qui est critique, qui est absolument fondamental et qui peut déjà générer un retour sur investissement assez conséquent et assez rapidement. Je pense qu'en l'espace de 2 ans, tu peux complètement transformer un département juridique d'un point de vue strictement opérationnel, optimisation opérationnelle. Et le deuxième niveau, qui est justement cette tendance dont tu parles, moi je le vis parce que c'est mon rôle aujourd'hui, mais je me rends compte que mon rôle est clairement hybride. C'est-à-dire que typiquement, la façon dont mon directeur juridique me présente, je ne suis pas la responsable des opérations juridiques, je suis sa COO, Chief Operating Officer. Mm, Je mm. gère ses opérations. Et ça, pour moi, je le vois de plus en plus. Certains de mes collègues, notamment aux États-Unis, au Canada, j'ai pas encore vu ça, mais aux États-Unis, les plus grosses boîtes commencent vraiment à basculer comme ça vers la stratégie, dans le sens où la stratégie prend une place encore plus importante que l'optimisation. Tu vois, genre l'optimisation, bon, D'accord. ok, c'est le basique. Mm. Maintenant, on passe un niveau au-dessus et vraiment, on strategize, comme on dit. Oui, On fait de oui. la stratégie, tu vois. Toute l'optimisation que tu peux décider est à 100% alignée sur la vision et la stratégie du directeur juridique d'une part, mais d'autre part, plus globalement, sur celle de l'entreprise. Et c'est Mm. comme ça que tu crées vraiment ce lien extrêmement étroit entre le département juridique et le reste de l'entreprise, tout simplement. Et c'est comme ça que tu, tu t'éloignes de cette vision du département juridique, dinosaure, empêcheur de tourner en rond, qui prend trop de temps, qui dit toujours non. C'est plus du tout le département juridique d'aujourd'hui dans certaines boîtes et clairement du futur. On a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi cette prise de recul, savoir voilà, prendre ce recul nécessaire sur les opérations en général et avoir une vision globale de l'entreprise et pas seulement du département juridique uniquement, quoi. Enfin, Oui, parce que le département juridique, je vais dire quelque chose que tout le monde sait, mais on n'est ni plus ni moins qu'une fonction support. mm, Notre job, c'est quoi? Notre job, c'est d'aider le business à générer de l'argent de façon sécurisée et de façon rationnelle et en conformité avec l'ensemble des réglementations locales. On n'est exactement. pas Bah, je suis isolé au contente que sein de tu parles l'entreprise. d'argent parce que Ah, c'est justement, le nerf de la guerre, j'ai... soyons Mais honnêtes. oui, c'est le nerf de la guerre. Et justement, certaines entreprises en Europe, encore aujourd'hui, peuvent éviter à investir dans les legal ops en raison justement de contraintes budgétaires. Le fameux j'ai Euh, pas le budget, ouais. Voilà. Comment Ouais. d'après toi, convaincre les dirigeants, alors qu'ils soient français ou européens, enfin peu importe, de l'importance justement de ces investissements en se basant sur ton expérience? Alors, Qu'est-ce qu'on peut leur j'ai dire? la réponse politiquement correcte et j'ai la réponse Laurie.
Alors, La on veut les réponse, deux. Laurie, la réponse, Laurie, c'est si t'as pas le budget, arrête juste l'hémorragie, s'il te plaît. Arrête de gaspiller ton argent en faisant des choses qui ne servent à rien et qui ne génèrent à rien. Ça, c'est la réponse Laurie. La réponse politiquement correcte est de dire, euh, dis-moi où tu en es aujourd'hui, dis-moi où idéalement tu as envie d'être et laisse-moi calculer ton retour sur investissement. Je te fais ta feuille de route et je te calcule ton retour sur investissement. Et ton retour sur investissement requiert que tu dépenses, comme on disait tout à l'heure, 10 maintenant, parce qu'il va falloir que tu dépenses de l'argent pour pouvoir faire de l'argent. Dépense tes 10 maintenant et collecte tes 100 dans un an ou deux. Et double ça 2 ans plus tard encore, etc., etc. Et ça, c'est une analyse qui est fine. Hein. C'est pas forcément déjà, ça prend du temps parce que tu veux quand même que ce soit quelque chose de solidement documenté. C'est pas non plus sorti de nulle part. Donc, ça prend du temps à faire. Ça requiert une véritable expertise dans l'optimisation opérationnelle, quelle qu'elle soit pour le département juridique ou n'importe quel autre département. Au final, c'est ni plus ni moins qu'un set qu'un paquet de compétences transférables. Hein. Mais pour ça, mon conseil, c'est ni plus ni moins que prends un expert, même si c'est juste un consultant, juste pour savoir, en fait. Encore une fois, état des lieux, vision, l'expert te dira comment tu fais pour arriver du point A au point B et quel retour, combien ça va te coûter, parce que ça va te coûter de l'argent, et quel est le retour sur investissement que tu peux raisonnablement, d'une façon réaliste, espérer. Mm. Parce que c'est ça aussi, il y a une prise de risque, on est d'accord, et Tout à fait. le département juridique d'une manière générale et le français d'autre part est quand même assez résistant au risque, ce que je peux complètement comprendre, mais c'est un risque qui est extrêmement calculé quand tu fais appel aux bonnes personnes. Parce que, voilà, il faut également quand même faire attention avec qui tu travailles, mais il y a en France des consultants qui sont extrêmement doués, euh, dont tu fais partie, Delphine, il faut que tu le saches, pour, euh, Merci. pour, pour mener ce genre d'analyse. Et voilà, il y a quoi? Il y en a deux, trois sur le marché qui sont hyper compétents et Il faut pas travailler hésiter avec eux, à. Voilà, ouais, bah, c'est ça. ouais, Il faut. Je pense ça, qu'il faut ça, ça te éduquer donne aussi, cette vision en expliquer. fait. Mm. Exactement. Et ça te donne cette vision en tant que directeur juridique ou PDG, parce que pour moi, c'est une vraie décision de business que de créer un département Legal Ops. C'est une Mm. vraie décision business pour faire plus d'argent. Et ça peut être une décision du PDG. Comment je fais? Donc, travailler avec un consultant dans un premier temps, si on est un peu trop frileux pour créer le département en tant que tel, pour moi, c'est la première étape. Il y a assez peu de Identifier risques. ce qu'on peut faire. C'est un prix fixe la plupart du temps. Tu sais combien tu dépenses. Tu as un vrai contrôle sur ça. Et tu obtiens cette visibilité aussi. Mm. Et ça, c'est pour moi la clé. C'est vrai que le secteur juridique est quand même souvent considéré comme un peu traditionnel et conservateur. Hein. C'est pas un gros. Ah Un gros bon? scoop. Comment toi, tu as fait dans ton équipe ou ailleurs pour surmonter justement ces résistances au changement quand tu as mis en œuvre bah, ces nouvelles pratiques en LegalOps, etc. Parce que ça se fait pas toujours super naturellement. Oui, c'est peu de le dire. Et je suis désolée, j'ai pas de réponse. Enfin, j'ai pas de baguette magique, quoi. Je suis tous les jours en train de me poser cette question, comment faire Mm. pour que les gens suivent, pour que les gens comprennent, euh, parce que chacun a ses propres priorités, sa- ses propres souhaits. Donc c'est vraiment compliqué. La seule chose Ouais. que je peux te dire, c'est que pour moi, il y a vraiment deux composantes, on va dire. Déjà, il n'y a pas de gestion du changement sans une bonne communication et sans une vraie transparence sur qui tu es, pourquoi tu fais ça et quelle est encore une fois la vision et la stratégie derrière le changement que tu proposes. Ça, pour moi, c'est une évidence et je pense que ça l'est également pour beaucoup de gens. Maintenant, la gestion du changement, c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps. Beaucoup de personnes dans des métiers très divers sont amenées à le faire.
Mais il y a une chose qui, à mon sens, est extrêmement importante, c'est de bien comprendre que c'est également une vraie discipline, avec des méthodologies, avec des formations, avec une réelle expertise. Donc, ce que moi j'ai fait à titre personnel, c'est que j'ai cherché dans mon entreprise s'il y avait quelqu'un qui était formé à ça. Et j'ai trouvé une collègue qui ne travaille pas avec moi, qui ne me reporte pas, qui ne fait pas partie de mon équipe, mais que je vais contacter en lui disant, bah écoute, euh, j'ai ce nouveau poste avec cette équipe, on a ces projets-là qui sont assez majeurs, qui sont assez qui vont changer beaucoup de choses dans l'entreprise. Euh, je sais gérer le changement à un niveau relativement basique, mais j'ai besoin d'un expert. Est-ce que tu veux bien bosser avec moi? On en a parlé avec son chef et du coup, à chaque fois que j'ai un projet complexe, qui requiert beaucoup de gestion de changement, je travaille avec elle. Elle m'aide, elle crée un plan de gestion du changement. J'ai également créé le même partenariat avec quelqu'un de la communication et on travaille ensemble. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on bosse ensemble. Et elle m'apporte ce que moi je n'ai pas, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas faire ou pas assez bien. Elles le savent, donc on se nourrit les unes les autres et c'est extrêmement déjà sympa, extrêmement instructif. J'ai beaucoup, beaucoup appris et ça me donne d'ailleurs envie de me former moi-même Oui, à pour d'autres. savoir faire ce genre de choses moi-même. Alors, Ouais. ouais. Alors justement, on parle de compétences. En tant que pointure dans le domaine des Legal Ops, quelles sont pour toi les compétences clés que tu recommanderais aux professionnels qui aspirent à exceller dans ce domaine-là? Parce C'est qu'il faut, agréable il à faut quand même entendre, se je te former. remercie. Euh, Alors, se former, ben, écoute, il n'y a pas de formation. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut clairement dire. On a certaines écoles de commerce ou même facs de droit qui commencent à s'intéresser au sujet, qui proposent un peu des formations ad hoc comme ça, qui sont d'ailleurs très, très, très bien, hein, a priori. Donc ça peut être intéressant pour mettre un petit peu le pied à l'étrier. Euh, un peu plus tôt dans l'année, d'ailleurs, j'ai été invitée par Harvard Law School pour discuter des Legal Ops. Donc, tu sens qu'il y a un réel intérêt et ils nous ont notamment, avec d'autres experts Legal Ops, hein, je n'étais pas la seule, ils nous ont fait rencontrer leurs étudiants de dernière année pour avoir cette discussion très ouverte avec eux de, ben oui, ok, tu as fait Harvard, tu as fait l'école de droit de Harvard, mais bon, est-ce que tu veux vraiment être ou juriste en entreprise ou avocat? Ou est-ce que tu as d'autres velléités aussi? Donc, voilà les Hmm. autres options que tu peux avoir. Donc, pour que Harvard ait ce type de démarche, c'est que clairement, ils voient un vrai potentiel dans la fonction de Legal Ops. Ça, c'est pour Ça, faire c'est bien. le point avec tout le reste. Maintenant, une formation, c'est bien, mais ce qui, à mon sens, est critique pour être un bon Legal Ops, c'est d'avoir certaines compétences naturelles. Quel que soit le métier que tu exerces dans la discipline Legal Ops, parce qu'il y a plein de métiers différents dans les Legal Ops. Ouais. Euh, Ce qui pour moi est important, c'est d'être naturellement capable de, de comment on dit, zoom in, zoom out, tu sais, de voir Oui. cette stratégie globale au-dessus de toi, de savoir la direction globale que l'entreprise a et que du coup tu dois soutenir. Et c'est généralement quelque chose qui a 3-5 ans, tout en étant capable de réduire ça à, OK, donc qu'est-ce que je fais? Quelle est la première pièce du puzzle? Et la seconde? Et la troisième? Comment les choses vont s'imbriquer dans ce que moi je peux faire pour soutenir cette stratégie? Et ça, c'est pas évident. Beaucoup de gens ont soit besoin d'avoir une feuille de route faite pour eux, ou sont pas capables comme ça de passer de la big picture au day-to-day. Ouais. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est clé. Quel que soit Ouais. ce que tu fais, que ce soit de la gestion de projet, que ce soit la relation avec les cabinets d'avocats, que ce soit la gestion du savoir, il faut vraiment comprendre comment ce que tu fais s'inscrit dans la feuille de route globale et dans la vision globale et soutient ça. De Moi, mon l'entreprise, équipe, ouais. je l'appelle l'équipe des Puzzle Masters. Tout ce qu'on fait, c'est une pièce de puzzle. Il faut Hmm. juste comprendre que dans 10 pièces de là, ça, il faut absolument que tout s'imbrique Tout parfaitement. Tu s'imbrique peux pas le et faire. Ouais. correctement et dans le bon Et sens, ouais. correctement, et dans le bon sens et dans le bon ordre.
Typiquement, j'ai un avocat qui n'arrête pas de me pousser pour qu'on mette en place un CLM, donc qui est le plus gros et le plus cher outil technologique que tu peux avoir à L'outil de implémenter gestion de dans contrat, ouais. outil de gestion de contrat. Mais c'est la cerise sur le gâteau, un CLM. Tu peux acheter la meilleure tech du monde, si t'es pas prêt, elle te sert à rien. Juste tu dépenses de l'argent inutilement. Tu vois, c'est encore une chose importante qu'un Oui, d'où la DevOps amène. priorisation ici, comprendre Exactement. par où on commence, quoi. Parce Alors, que il nous cet reste très peu de temps, Ouais, Laurie, dis-moi, mais vas-y. j'aimerais bien te réinviter pour d'autres sujets Parce parce que je parle beaucoup, c'est on a ça? plein de non, mais on a plein de choses à se dire. J'adore ce que je fais, j'adore ce métier, c'est J'ai même tellement pas bien, il y pu a tellement de poser choses à toutes mes dire. questions, tu vois, donc voilà, mais c'est pas grave, On fera un on fera numéro un 2, autre moment. t'inquiète, Delphine. Est-ce que juste tu peux, mais alors vraiment 30 secondes, nous partager un conseil pour les entreprises en général qui veulent renforcer les Legal Ops et pour peut-être suivre les pas du Canada dans ce domaine, je sais pas, ou des États-Unis, quoi. C'est quoi le conseil que tu Ouais, donnerais? je reviens sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, la première étape, c'est de travailler avec un expert, un consultant pour une mission fixe, étude de la situation actuelle, étude de la vision, dessin de la feuille de route et calcul d'un retour sur investissement. Ok, Ça coûte clair. pas grand-chose par rapport à tout ce que tu peux gagner et ça peut vraiment t'ouvrir les yeux sur beaucoup. Et généralement, c'est un risque qui est extrêmement calculé. Oui, en plus, c'est pas, on parle pas de millions de dollars, hein. Non. Laurie, j'ai été super contente que tu puisses prendre un peu de temps pour répondre à mes questions. Même si effectivement, j'ai pas pu toutes te les poser, on pourra refaire une session quand tu veux, quand tu auras un peu de temps disponible. Mais vraiment, j'ai été super ravie. Donc, merci encore. Et puis, je te dis bon retour au Canada. Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!